Alors, bienvenue pour ce nouveau webinaire 33 minutes bien investi. On se retrouve, alors j'avoue que je n'ai pas compté le nombre d'éditions qu'on a fait depuis 1 an et demi, mais c'est un rendez-vous qu'on s'attache à conserver et qui fonctionne plutôt bien. Comme à chaque fois, on va se concentrer sur un sujet aujourd'hui. Ce qu'on va vous proposer, c'est de tout d'abord écouter l'exposé de nos 2 intervenants du jour, de poser vos questions dans le chat. On les prendra à la fin. On va se garder un temps de questions-réponses à la fin parce qu'en général, les intervenants sont en capacité de répondre à vos questions avant même que vous ne les posiez. Et puis, s'il vous reste des questions, on les prendra à la fin. Comme je vous l'ai dit, on enregistre le webinaire, on le mettra à disposition sur YouTube et vous aurez le support et la vidéo à disposition dans l'après-midi. On va le monter et le mettre en ligne dans l'après-midi, donc vous aurez les éléments dans l'après-midi. Avec nous aujourd'hui, donc le docteur Rouchillette, qui est docteur à l'AMEBAT, donc la médecine du travail d'une partie de la Loire-Atlantique, et Maëlle Messmer, qui est infirmier du travail, qui travaille avec le docteur Rouchillette sur notamment cette thématique des addictions en entreprise, pas que, mais c'est sur cette thématique qu'on vous a sollicité aujourd'hui. Eh bien, je vous propose de vous laisser la parole, et puis n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ok, merci Mélanie. Bonjour à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Donc, thématique, c'est drogue et alcool au travail, avec un regard sur comment prévenir la difficulté potentielle qu'il peut y avoir dans l'entreprise, repérer et réagir le cas échéant. Donc, on a décidé pour commencer de partir sur quelque chose qui peut arriver assez facilement d'une certaine manière sur chantier ou sur atelier ou entreprise, c'est le comportement anormal au poste de travail. Donc, la situation de départ, une personne qui peut présenter un trouble du comportement plutôt assez exceptionnel, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui peut, avec la question derrière, entraîner une mise en danger. Donc, on va être surtout sur cet aspect-là pour démarrer. Ce trouble du comportement peut avoir 2 origines assez distinctes. À partir du moment qu'on est sur de l'aigu, on va avoir la consommation de substances psychoactives, donc qui est la thématique principale de cette présentation, qui peut également être, à contrario, des différentes maladies, différentes pathologies qui peuvent entraîner des symptômes qui peuvent être très similaires à cette même consommation. On peut reprendre, par exemple, pour n'en citer qu'un seul pour l'instant, l'accident vasculaire cérébral qui peut entraîner des troubles ébrieux, notamment. Donc, toute la difficulté autour de ça, c'est de réussir à faire... Il n'y a pas de partage? Ah. Alors, on vient de nous informer qu'on n'avait pas de partage de document, excusez-moi. Non, mais on comprenait bien ce que vous disiez, donc on suivait oui. correctement ce que vous disiez religieusement. Je me suis dit que vous alliez le partager après. Tac, on reprend là. Voilà. Super. Alors, donc voilà pour le premier aspect en fait, de faire la part des choses. L'introduction de cette situation. Alors, c'est en effet qu'est-ce que l'on fait. Donc, le salarié, il doit être retiré du poste de travail de toute activité dangereuse pour lui ou pour les tiers. Ça doit être fait par l'employeur ou son représentant de son entreprise. Parce que, pour rappel, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité des travailleurs, d'où ce retrait du poste de travail. Il faut aussi rappeler que tout salarié a aussi l'obligation générale de veiller à sa propre santé et à sa sécurité ainsi qu'à celle de ses collègues. Donc, il existe le droit d'alerte, le droit de retrait. Ce n'est pas de la délation que d'alerter, mais c'est une action qui permet d'éviter plutôt un accident ou une aggravation de la santé du salarié et ou des tiers. Pour le cas de l'alcool du travail, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux du travail des personnes en état d'ivresse. Toutefois, ces personnes sont en danger et il faut leur porter assistance, d'après le code pénal. Alors, l'étape qui suit, c'est d'alerter également les secours, donc les sauveteurs secouristes du travail, s'il y en a au sein de l'entreprise et sur place, ou alors d'appeler en direct le 15, de prendre un avis médical, car comme le disait Maëlle, un trouble de la vigilance peut être dû à un problème de santé, hypoglycémie, AVC, pathologie cardiovasculaire et autres, et il faut suivre les consignes données. Ne jamais laisser le salarié seul. Et s'il existe un règlement intérieur au sein de l'entreprise et appliqué, il existe la possibilité de test. C'est une procédure qui doit être bien définie.
La suite, c'est à son retour dans l'entreprise, il est conseillé que l'employeur reçoive le salarié pour faire le point sur cet événement. Cet entretien doit se faire en respectant la vie privée du salarié, du travailleur. Il faut éviter le jugement de valeur sur son comportement. Et il est recommandé qu'à la suite de cet entretien, l'employeur demande une visite médicale avec le médecin du travail. Tout cela en expliquant au salarié ce pourquoi il l'envoie voir le médecin du travail. Le rôle du médecin du travail est d'envisager, si besoin, d'autres examens médicaux, une orientation éventuelle vers une structure de prise en charge addictologique, voire un aménagement de poste temporaire. Le tout dans une finalité de maintien dans l'emploi. Le médecin du travail, par la suite, assurera un suivi, puisque il y a une possibilité quand même fréquente de rechute. Et donc, le médecin du travail est également là pour suivre le salarié au cours du temps. Qu'est-ce qu'une addiction? Les modes de consommation, là, sur cette diapositive, sont représentés par cette pyramide, avec possibilité de passage entre les différents niveaux de consommation. L'abstinence, sa base, donc, qui correspond à l'absence de consommation. La première expérience, qui est la première rencontre avec le produit, qui peut parfois, souvent, faire le lit d'un sur-risque d'addiction, notamment en fonction de l'âge du consommateur. Plus le consommateur est jeune, plus le cerveau n'a pas encore atteint sa maturité. Et la consommation de certaines substances psychoactives jeunes va augmenter le risque d'addiction future. Ensuite, nous trouvons l'usage simple, qui est la consommation occasionnelle, qui ne cause pas de problème de santé à court terme. Puis, on a l'usage nocif, abusif, avec une consommation qui est répétée, une fausse sensation de maîtrise, malgré l'existence de conséquences qui sont multiples sur la santé, la sécurité, la vie privée et familiale. Enfin, la dépendance ou l'addiction, où il y a perte de la maîtrise de la consommation, avec un besoin irrépressible de continuer la consommation en dépit du retentissement négatif. Les signaux d'alerte. Les signaux d'alerte, voilà, ils portent sur différentes sphères. Donc, on a celle de la santé, que présentera Maëlle par la suite. On a la sphère sociale et familiale, avec l'apparition de conflits, de situations de violence, d'isolement, des accidents de la circulation, des difficultés financières, voire juridiques. Et également, du coup, la sphère du secteur professionnel. On peut noter un absentéisme, des arrêts courts, perlés, des retards répétés, une dégradation des relations professionnelles. Parfois, l'apparition d'une faute professionnelle dont le salarié n'est pas habitué. On peut aussi également voir l'apparition d'accidents de travail. Chez les encadrants, une fuite des responsabilités, parfois un manque de confiance en soi, une incapacité à prendre des décisions et des troubles de l'humeur avec irritabilité ou agressivité. On cite la situation polyaddiction également, souvent tabac, cannabis, alcool, cannabis, puisqu'il est rare qu'une consommation soit unique dans les situations de dépendance. Alors pour compléter sur la polyaddiction peut être également en relation avec des substances et des addictions à des comportements qui ne sont pas des substances psychoactives, type le jeu par exemple, ou ce genre d'activité. On peut vraiment avoir une mixité des addictions qui peuvent se créer dans les polyaddictions. Même si aujourd'hui la thématique est vraiment autour des substances pures. Par rapport aux substances, différentes catégories, différents rangements qui sont possibles. Je vous en propose un. L'idée, c'est pas d'être exhaustif et d'aller dans le détail sur ce qui est proposé sur cette page. C'est plutôt d'observer en fait les différents mécanismes et les différentes associations qu'on peut retrouver entre les différentes substances. Donc là, on a 4 catégories qui ont été définies. On peut en avoir entre 3 et 5 en fonction de comment on les classe. Donc, à gauche, on a les stimulants, en haut, les antipsychotiques, à droite, les dépresseurs et en bas, les hallucinogènes. Donc, certaines substances sont clairement identifiées avec des composantes en fait, très précises, comme la cocaïne, qui est vraiment un stimulant, donc qui est vraiment sur le côté bleu. On peut retrouver tout à droite tout ce qui va être morphine et dérivés morphiniques, qui sont vraiment des dépresseurs majeurs. Et également, en fonction des substances, on peut avoir des choses qui peuvent être un petit peu mixtes. Si je reprends du coup dans le bleu clair, c'est noté MDMA
Donc, il y a toute la catégorie, en gros, des extasies qui va être et stimulant et hallucinogène. Et en fonction d'eux, si on se réfère sur le centre autour des cannabinoïdes et puis de tout ce qui va être THC, on peut être sur 3 ou 4 actions du coup différentes et en parallèle. Ces différents modes de fonctionnement en fait au niveau des substances, c'est ce qui permet aussi de comprendre un petit peu certains choix que peuvent faire certains consommateurs en fonction des besoins qu'ils vont avoir, ils vont choisir telle ou telle substance. Si on essaie de faire un résumé global sur comment fonctionnent ces substances du coup, au niveau de l'organisme, on les a reclassées là en 3 catégories, les stimulants, les perturbateurs et les dépresseurs. Donc les perturbateurs, on a associé assez simplement du coup les hallucinogènes et puis les antipsychotiques. Sachant que, peut-être pour revenir un petit peu dessus, les substances psychoactives, en fait, elles fonctionnent sur le cerveau en mimant la fonction d'autres substances qui sont générées par le cerveau et en venant finalement s'actionner en fait sur des récepteurs. Donc, elles peuvent avoir des formes très similaires pour pouvoir actionner des récepteurs. Donc, ça, c'est une des actions que peuvent faire du coup les drogues et puis les autres substances. Ça peut également venir bloquer en fait les mécanismes de régulation de ces récepteurs, ce qui fait qu'il peut y avoir un emballement de certaines de ces substances neurologiques. Voire bloquer en fait des récepteurs, se mettre dessus, ne pas les activer, mais empêcher du coup ces substances neurologiques, donc qu'on appelle les neurotransmetteurs, de pouvoir venir activer du coup une réaction derrière. Donc en gros, c'est ça les trois fonctions principales qu'on peut retrouver. Si on revient dans le détail sur les substances, donc sur les stimulants, donc on va retrouver notamment la cocaïne. Cocaïne qui est une substance à la base qui vient d'une plante qui est la coca, qui est un petit peu coupée, qui permet d'avoir la cocaïne, qui va être retravaillée après derrière, qui peut être sous forme de crack notamment. Donc c'est une substance qu'on va consommer essentiellement par respiratoire au niveau nasal ou en fumant, même s'il peut y avoir d'autres façons de consommer. Les amphétamines, qui sont des médicaments qui sont également fait partie des produits de synthèse, en fait, qui sont fabriqués complètement, qu'on va retrouver également en consommation, plutôt d'usage oral. Tout ce qui est MDMA et ecstasy, du coup, donc ça, c'est substances complètement de synthèse. Les catinones qui commencent à arriver un peu plus en force, du coup, en Europe. Globalement utilisé, c'est la 2-MMC, 3-MMC, et puis tout ce qui va être en parallèle. Donc là, c'est une substance de synthèse qui est fabriquée à l'origine d'une plante africaine qui s'appelle le cat, qui est mimée. Et puis, on va retrouver le tabac qui est également un stimulant. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur les drogues de synthèse. La grosse difficulté des drogues de synthèse aujourd'hui, c'est la réactivité des laboratoires, et ce qui leur permet en fait d'être toujours un petit peu à jour et hors liste en fait, et de pouvoir vendre avec certains vides juridiques du coup sur Internet, et du coup c'est un accès extrêmement simple. Qu'est-ce que ça fait dans l'organisme? Globalement, les stimulants, je ne vais pas tout à fait mettre la nicotine du tabac parce qu'on ne va pas être aussi franc que ça, mais globalement, c'est un stimulant du coup neurologique qui va exciter en fait toute la fonction centrale au niveau neurologique, donc la partie cerveau. Cette excitation va entraîner une réduction de la fatigue, un sentiment d'assurance et de contrôle de soi, donc avec toute la notion notamment d'hyperpuissance que l'on peut retrouver. Vraiment, sur des consommations très aiguës, on peut retrouver se rapprocher d'une image de Dieu qu'on peut avoir, vraiment, il n'y a rien qui peut nous arriver. C'est vraiment cette toute puissance qu'on peut retrouver. Et une fois qu'on est monté tout en haut et qu'on a une baisse, en fait, neurologiquement, cette baisse, elle peut être un peu brutale. On peut retrouver un état d'épuisement et de dépression qui peut être aigu et avec des formes chroniques en fonction de la consommation. Cette descente qui peut être un peu brutale pour les gens, vraiment de monter à je suis à fond, à j'ai plus rien du coup d'un coup, quand elle est connue, les consommateurs habitués vont se retrouver à consommer d'autres substances, des perturbateurs ou des dépresseurs en fonction de leurs préférences pour venir atténuer en fait, cette chute et la rendre beaucoup plus douce. Donc, en général, ce genre de consommation, c'est pas rare de retrouver une deuxième consommation d'autres substances. Les conséquences aiguës, on va retrouver des troubles cardiaques, pour citer notamment la cocaïne, l'overdose de cocaïne, pour faire plutôt assez schématique et assez simpliste, c'est un infarctus. On peut retrouver des hémorragies. Alors, ce n'est pas forcément pour tous les stimulants, c'est notamment tout ce qui est famille d'ecstasy et MDMA. On peut retrouver de manière assez brutale des dérèglements en fait, de la coagulation qui entraînent des hémorragies internes, pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de règles, il n'y a pas de notion de consommation de première substance, première prise ou de 20e prise. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver de manière plutôt assez aléatoire.
et des troubles psychiatriques qui sont en relation avec cette montée et cette descente en fait, d'assurance du coup que l'on peut avoir, qui peut entraîner des troubles aigus, donc des bouffées délirantes aiguës, ou des choses de manière un peu plus chronique également. Deuxième catégorie, les perturbateurs. Premier perturbateur connu, ça va être l'alcool, même s'il va rentrer dans une deuxième case également à côté. Tout ce qui va être cannabinoïde, donc tout ce qui va être cannabis, et puis maintenant, de manière un peu plus légale, on retrouve du coup le CBD. Le LSD, qui est une drogue de synthèse qui est reproduite à partir du coup d'une molécule présente naturellement dans un champignon. Les champignons hallucinogènes, qu'on peut retrouver naturellement, éventuellement du coup dans les bois. La kétamine, qui est un médicament qui est détourné de l'usage principal par des consommateurs. Les collets solvants, même principe en fait de détournement d'un usage principal. Et puis le poppers, qui est également une substance du coup perturbatrice, qui est vendue en France légalement sous certains taux limites. C'est-à-dire qu'au-dessus de certains taux, c'est considéré comme étant une substance du coup stupéfiante, ce qui n'est pas toujours le cas du coup dans les pays limitrophes de la France, même si à Nantes, on est plutôt pas très sollicité par ça. Mais du côté de l'Est, notamment en Belgique, il y a des tolérances qui ne sont pas les mêmes, en Angleterre. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence sur l'organisme au niveau cérébral? On va avoir des perturbations de la perception, donc aux notions du temps, notion de l'espace, des formes, de relations avec son corps aussi qui peuvent être différentes. On n'est pas tout à fait dans son corps, donc les réactions ne sont pas forcément très précises. Et puis, toujours pour rester sur l'aspect sensoriel, des modifications au niveau des couleurs et des sons. Donc, certaines substances vont être considérées comme le LSD comme étant psychédéliques. Les conséquences à court terme, on peut retrouver des troubles cardiaques qui vont avoir des mécanismes qui vont être différents en fonction des substances. Des troubles psychiatriques, c'est vraiment le côté impact neurologique qui peut être très important. Donc vraiment, là, les bouffées délirantes aiguës sont des choses qui sont plus fréquentes sur les perturbateurs que sur les stimulants. Au même principe que c'est également une porte d'entrée en fait, au niveau chronique sur certaines pathologies psychotiques. Et on peut entraîner quelques troubles respiratoires, notamment pour les solvants et la kétamine, par exemple. L'autre catégorie, la troisième, du coup, les dépresseurs. Dépresseurs qui sont connus notamment pour tout ce qui est dérivés morphiniques, donc les opiacés, donc l'opium qui est la plante en elle-même qui peut être fumée, et tous les substituts de coupe de la chimie, voire même de substances complètement du coup, de synthèse. Donc on va retrouver les héroïnes, donc une tendance à être consommée plutôt en injection veineuse. On va avoir le GHB qui en fait partie, plus connu comme drogue du violeur, mais qui à la base est un médicament d'anesthésie. Donc il peut être soit détourné de l'usage principal, soit complètement fabriqué par l'industrie, par les laboratoires du coup de produits stupéfiants. Toute la famille des anxiolytiques et des somnifères. Donc là, en général, la porte d'entrée, c'est plus un mésusage, une perte de contrôle en fait, sur un produit qui est prescrit et qui, petit à petit, en fait, entraîne une dépendance. L'alcool que l'on retrouve parce que c'est un dépresseur respiratoire également. Et le protoxyde d'azote qui est utilisé en tant que médicament pour descendre la douleur et faire baisser l'anxiété, qui est également utilisé dans les capsules en fait, de gaz qu'on retrouve pour les siphons. Qui est de consommation montante du coup chez les jeunes, de par notamment un accès très facile et très libre dans les magasins. C'est utilisé du coup pour une sensation de détente et de bien-être. Globalement, les gens partent faire des rêves. C'est vraiment la morphée, hein, enfin la morphine, les dérivés morphiniques, ça vient de morphée. Et puis une perte d'inhibition qu'on va retrouver de manière très importante, même si on peut les retrouver également de manière plus discrète sur les deux autres catégories. Les conséquences, c'est des conséquences notamment respiratoires, l'overdose respiratoire qui est très importante, notamment sur les opiacés et les dérivés morphiniques. L'idée, c'est que ces substances-là, une fois qu'elles ont chargé le cerveau, peuvent se retrouver à ne pas savoir trop quoi faire et aller chercher d'autres récepteurs qui vont être, sur lesquels ils vont pouvoir réagir, qui vont faire augmenter le rythme respiratoire. Et en bloquant ces récepteurs, du coup, et ben, ça fait baisser la fréquence respiratoire et ça entraîne du coup des arrêts respiratoires et l'arrêt cardiaque juste derrière. Et on est sur des substances qui peuvent entraîner une très forte dépendance physique majeure du coup, et avec des médicaments de substitution qui peuvent être nécessaires, qui sont à vie du coup pour ces personnes, qui peuvent être à vie en tout cas.
L'autre conséquence qu'on n'a pas trop résumée ici, qui est quand même à prendre en compte, donc là c'est vraiment des conséquences surtout sur du court terme, c'est la notion de conséquences sur du long terme au niveau santé physique, tout ce qui va tourner autour du cancer pour un certain nombre de ces produits. Donc c'est pas forcément le produit en lui-même, c'est la façon dont on va consommer qui peut augmenter. Donc les deux principaux vont être l'alcool et le tabac, qui peuvent favoriser différents cancers du coup à moyen ou long terme. Je vais laisser la parole du coup à Anne pour la prévention des risques. Alors, la prévention des risques. Donc, la politique de prévention, elle se doit d'être claire et puis surtout, elle se doit de faire l'objet d'une concertation au sein de l'entreprise. C'est l'occasion que le CSE, qu'un groupe de travail aidé par le service de prévention et de santé au travail se saisisse du sujet. Le règlement intérieur ou la note de service peut interdire la consommation d'alcool et certaines substances psychoactives. Il est alors possible que des tests soient prévus, mais selon une procédure qui se doit d'être très encadrée. Donc, éthylotest, test salivaire, mais pour des postes de sécurité, par une personne qui doit être formée, en présence d'un tiers, délégué du personnel ou non, et puis avec la possibilité de demander une contre-expertise. Dans le cas où la consommation d'alcool est autorisée, par exemple pour les pots de convivialité, il est recommandé d'encadrer cette consommation, par exemple de prévoir un horaire qui va permettre de reprendre la conduite de véhicules sans risque. Pour mémoire, un verre d'alcool standard est éliminé en moyenne 1h30. Il faudra éviter de servir plus de 1 ou 2 verres par personne. On rappelle qu'un verre standard augmente l'alcoolémie de 0,25 g par litre et le code de la route interdit la conduite à partir de 0,5 g par litre, d'où les 2 verres maximum. Il faudra éviter aussi d'inciter les apprentis, comme on l'a dit, ou les jeunes travailleurs à consommer. Ne pas insister quand un collègue ne veut pas boire de l'alcool, prévoir de quoi se restaurer et des boissons sans alcool. Également, ça sera aussi l'occasion de rappeler la procédure à suivre en cas de trouble de comportement d'un collègue si elle existe. La prévention passe... Ah oui, le DU, excusez-moi, le document unique d'évaluation des risques. C'est un outil très précieux parce que dans le cadre de l'évaluation du risque, les salariés vont être associés et ils vont devoir porter une réflexion sur l'existence de postes de sécurité avec des activités dangereuses. On s'interrogerait aussi sur l'existence de conditions de travail qui peuvent aussi favoriser la substance psychoactive, comme un environnement stressant, une violence interne, des horaires atypiques, etc. Ça va être aussi l'occasion, cette rédaction de DER, de libérer la parole, de lever les craintes de délation et surtout d'interroger une éventuelle protection collective d'une situation individuelle qui s'altère. Il arrive souvent que, suite à un accident du travail grave, il soit dit on savait et que le collectif savait très bien, mais inconsciemment ou consciemment protéger un peu ce salarié. Voilà. La prévention, du coup, elle passe aussi par la rédaction d'une procédure écrite qui reprend le discours qui précédait. Alors, le médecin du travail, c'est vraiment votre interlocuteur privilégié. Il est là pour accompagner la démarche et pour la prise en charge individuelle. Il est soumis au secret médical. Son rôle est de conseiller les salariés comme les employeurs et d'orienter vers un réseau de soins la personne identifiée comme ayant besoin d'aide. Il prépare le retour du salarié dans le respect total du secret médical. Donc, un employeur peut demander une consultation en le justifiant et un salarié peut demander à voir son médecin du travail. Enfin, la formation, la sensibilité des salariés, notamment des chefs d'équipe ou des membres de l'encadrement sur cette procédure concernant un salarié qui présente un trouble du comportement reste essentielle. Donc voilà, on vous remercie pour votre attention. Donc là, s'il reste des questions, on peut répondre à vos questions avec juste une limite. On est sur des réponses sur des cas généraux. On ne pourra pas traiter de cas particuliers de situation d'entreprise qui vont entraîner trop d'individualité. Et dans ce cas, il faudra vous rapprocher du médecin du travail de votre entreprise pour des demandes très spécifiques.
À côté de ça, s'il y a besoin, on vous a mis à disposition du coup deux références en haut de sites internet qui sont extrêmement clairs pour comprendre du coup des problématiques autour de l'alcool et des drogues, que ce soit avec un regard du coup employeur pour comprendre une situation de consommation ou pour tout à chacun pour comprendre quels sont les risques, quelles sont les conséquences potentielles et comment est-ce qu'on peut être amené à gérer ou à accompagner quelqu'un du coup dans ces thématiques-là. Tout en bas, une apparition assez récente, ça fait quelques mois seulement, je crois, d'une application disponible du coup sur App Store et Google Play, qui s'appelle Aux Ensemble et qui permet en fait d'avoir une évaluation autocritique de sa propre consommation d'alcool. Alors moi, je n'ai pas de questions dans le chat, mais moi, je vais me permettre de vous en poser une. On entend, enfin, moi, j'entends dans mon entourage, effectivement, des consommations différentes par rapport au CBD, notamment. Aujourd'hui, c'est classé comment en termes de risque pour les salariés et pour les chefs d'entreprise? Ah, c'est la question que vous ne vouliez pas, je suis désolée. Alors, c'est pas la question qu'on voulait pas, c'est la question qui est peut-être un peu compliquée qui aurait pu apparaître. Ah mince. Aujourd'hui, si on s'en réfère au texte réglementaire en dehors du Code du travail, la consommation de CBD est autorisée, à condition qu'on ait sur des taux de THC qui soient inférieurs à je ne sais plus combien, je crois que c'est 0,5 ou 2%, je ne sais plus trop. Les difficultés autour de ça, avant de rentrer dans l'aspect travail, c'est la garantie qu'on est sur un taux de THC qui soit bien inférieur à ce qui est indiqué, ce qui dans les faits est un peu compliqué parce que on n'est pas sur un système qui est industrialisé qui permet du coup de pouvoir s'assurer que le revendeur en fait revende ce produit-là. C'est-à-dire qu'ils savent par hybridation qu'il va y avoir très peu de THC, mais c'est pas testé de manière industrielle. Donc, il y a cet aspect-là. Ensuite, la THC a une mauvaise habitude également quand on n'est pas toujours consommé, de pouvoir être stocké dans les graisses et d'avoir des mécanismes ensuite de relargage du coup à distance. Et c'est ce qui peut expliquer notamment des tests de dépistage du coup qui peuvent être notamment urinaires très longs. Pour certains, on peut aller jusqu'à 60 jours du coup après une consommation sur la consommation qui est extrêmement régulière. Donc, c'est difficile de définir qu'il n'y a pas de risque du coup de consommer du CBD pour conduire ou pour faire du coup des activités du coup sur poste à risque. Donc voilà pour cet aspect-là. Pour la partie entreprise, moi j'ai envie de dire qu'il faut, en fonction d'eux, il faut s'emparer du sujet pour pouvoir en parler, pour pouvoir bien faire comprendre aux salariés que ça peut pas être une consommation courante, même si elle peut être autorisée. Avec une difficulté supplémentaire, c'est qu'aujourd'hui, autant avant c'était facile de dire tu consommes du cannabis parce qu'à l'odeur, on fait bien différence entre du cannabis et du tabac. Du cannabis et du CBD, on ne fait pas la différence, mis à part sur un test chimique, en fin de compte. Il y a des problématiques aujourd'hui qui sont, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de jurisprudence encore au niveau du code de la route, qui ne sont pas très claires sur des tests du coup salivaires qui ont été dépistés positifs sur des consommateurs du coup de CBD. Moi, j'aurais envie de dire d'être très prudent sur cette consommation-là, surtout si on est sur du CBD qui est fumé. Après, si on est sur du CBD de synthèse, il n'y a pas de THC normalement, donc le risque peut être moindre. Après, ça reste des substances qui sont des substances psychoactives quoi qu'il arrive. On les utilise pour un côté de CBD pour un côté anxiolytique léger, et anxiolytique quand même. Donc on peut pas dire que ce soit sans aucun risque. Donc, je ne sais pas si ça répond clairement, c'est juste on n'a pas beaucoup de recul juridique par rapport à ça, donc c'est assez compliqué de pouvoir définir ça. Après, il n'y a toujours pas le droit de fumer sur un lieu de travail. Donc, en fonction des conditions, sauf en extérieur où ça peut être de la facilité, mais pour le reste, il n'y a pas cette consommation-là. Même en vapoter, du coup, ça ne peut pas fonctionner du coup, parce que le vapotage en travail n'est pas autorisé. Est-ce qu'on peut interdire du coup l'utilisation du CBD complet du coup en entreprise? Moi, j'ai envie de dire que dans l'esprit, oui, réglementairement parlant, je ne sais pas. Oui. Ok. Merci pour votre réponse. C'est très Désolé si ce n'est pas complet aujourd'hui, mais je pense que c'est difficile que quelqu'un puisse avoir une réponse complète. Définitive, c'est ça. Oui, bien sûr. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous êtes sage, vous ne posez pas de questions. Ou alors, c'est que ça a été très clair, ça, j'en doute pas. Vous avez vu... une question sur le côté. Alors, je suis désolé, je ne les vois pas, je ne sais pas comment les faire réapparaître.
Je me permets d'en poser une deuxième. Est-ce que aujourd'hui, là, dans le suivi, évidemment, en tout anonymat, hein, mais est-ce que dans le suivi, vous voyez des évolutions sur certains produits qui sont plus présents aujourd'hui qu'il y a quelques temps, par exemple, en termes de consommation? Alors, ce qu'on sait, c'est que le secteur du BTP arrive en deuxième en termes de pourcentage de consommateurs. On est à 13%, c'est-à-dire juste derrière le secteur des arts et spectacles, hein, concernant le cannabis, hein, THC. Donc, c'est quand même une consommation qui est assez répandue. Ensuite, j'ai eu quelques situations de consommation de protoxyde d'azote, quand même. Mais voilà, mais en fait, avec un effet tellement important que c'était vraiment très occasionnel et sur des temps festifs totalement hors travail. Ensuite, j'ai l'impression quand même que certaines consommations, on les retrouve plus facilement, notamment sur une population plus moins insérée socialement, on va dire plutôt à profil intérimaire quand même, je trouve. D'accord. Mais sinon, il y a quand même moins de consommation aussi variée que n'a pu le présenter Maël sur toutes les substances qui existent. En tout cas, au travail, effectivement. Voilà, j'ai des personnes qui travaillent, tout à fait. Dans le bâtiment, il y a quand même, enfin, on peut quand même observer une baisse de la consommation d'alcool. Par contre, en parallèle, on va avoir une certaine libération pour certains qui vont consommer moins d'alcool, mais que d'un point de vue vie personnelle, vont consommer d'autres substances. La cocaïne est en tant que stimulant, du coup, est consommée un peu plus qu'avant, je trouve. En tout cas, c'est dit, du coup, lors des consultations. Des drogues purement festives, je pense qu'on a une sous-déclaration, du coup, en visite qui est faite parce que c'est clairement festif. Tout ce qui va être ecstasy, ça, en Europe, c'est quelque chose qui est très présent. Je vous parlais des catinones. Les catinones sont des drogues qui sont consommées plutôt sur des activités festives sexuelles. Donc ça, clairement, nous, on va pas les voir. Voilà. Les produits de substances de synthèse, en fait, sont en augmentation en Europe. Notamment, comme je vous l'avais dit, en fait, il y a des vides juridiques parce que pour que ce soit classé, il faut que la drogue soit identifiée. Donc, à partir du moment qu'elle est identifiée, on fait une modification chimique, ce qui fait que c'est une autre substance qui va pouvoir apparaître, qui va pouvoir être vendue avant qu'on puisse la détecter, la repérer et la lister comme étant interdite. Et du coup, ça va très, très vite. Et que pour avoir fait ce diaporama, j'avais fait une recherche sur une substance parce que je voulais avoir la confirmation que je la classais bien comme il fallait. Et sur Google, sur la deuxième du coup, référence que j'avais, je tombais sur un site où je pouvais en acheter. Voilà, en fait, c'est d'un accès extrêmement libre aujourd'hui des produits substances, au même titre que tout ce qui est cannabinoïde, on peut les retrouver aussi en substance. Et toute la problématique de ça, d'un point de vue, mais là on est sur la santé publique, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on a, entre ce qu'on a et ce qu'on a. Et en termes de concentration, il peut y avoir des très grosses variabilités, même si on achète au même laboratoire. Donc, on peut avoir des choses qui peuvent être un peu légères, puis d'un coup, c'est extrêmement concentré parce que c'est pas hyper industrialisé. Et on peut se retrouver avec des conséquences santé qui peuvent être très graves au niveau aigu parce que c'est beaucoup trop de ce que l'organisme est en capacité d'absorber. Oui, en fait, l'accès finalement à tous ces produits-là a été facilité. Avec Internet, c'est plus facile. Ouais, bien sûr. Ok. Mais écoutez, je pense qu'on a été clair. Je pense qu'on a tenu le timing aussi. Je vous remercie pour ça. N'hésitez pas surtout à nous contacter, l'ACAPEB ou la MEBAT, si vous dépendez de la MEBAT, votre médecin du travail, si vous avez des questions autour de ces sujets-là. On a aussi, nous, les juristes en droit du travail à l'ACAPEB qui peuvent vous aider sur la mise en place d'informations auprès de vos salariés sur ces thématiques-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, comme prévu, comme annoncé tout à l'heure, je vais vous envoyer donc le support et puis le replay du webinaire dans l'après-midi. Donc, comme ça, vous aurez toutes les informations. Et je vous souhaite de ne pas rencontrer de situations comme celle-là dans vos entreprises. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Merci à tous et bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.